Tu pensais qu'Hollywood a toujours été la ville du cinéma, que toutes les stars y vivent et que Keanu Reeves est un bon acteur? Faux! Dans cette vidéo, et avec l'aide de mon camarade expert des USA, la redneckerie, on va te raconter l'histoire de ce petit quartier de Los Angeles devenu, pour beaucoup, la capitale du 7e art. Alors enfile ton bikini, je t'emmène en Californie pour découvrir toutes les infos sur la ville aux 1000 studios. Générique! Son cinéma, il va défoncer tout ce qui va pas. Oui, le prod fait son cinéma. Salut les faibles, toujours en train de sucer vos bonbons goubites comme les journalistes de Libération pour espérer obtenir votre dose de protéines? Passe à Texas Jerky, le seul encas qui te donne l'énergie pour survivre à ce monde de fiottes et leur montrer que vous n'êtes pas fait du même bois. Car quoi de plus testo qu'un mec qui mâche un bœuf séché au milieu d'hommes anus qui avalent du sucre et des perturbateurs endocriniens comme s'il s'agissait d'un chibre en chocolat. Ici, tous les jerkys sont cuisinés à base de viande française, élevée dans la lourde Occitanie qui résiste encore et toujours au B-word. Ajoute à cela la recette typique du Texas qui te donne envie de reconduire à la frontière n'importe quel gitan qui ose bramer en espagnol devant toi et tu obtiens l'encas protéiné idéal pour ta journée. Texas Jerky, mange comme un conquérant, pas comme un conquis. Contact en description, quant à nous, action! Saviez-vous qu'Hollywood n'était qu'un champ de figues nommé ainsi par erreur? Avant le cinéma, Hollywood n'était qu'une petite communauté agricole avec des vergers et des champs. Rien ne pouvait laisser penser que ça deviendrait la capitale mondiale du cinéma. En 1887, un couple originaire du Kansas, Harvey et Daida Wilcox, achète un terrain rural près de Los Angeles pour le cultiver. Et à cette époque, Daida entend quelqu'un parler de Hollywood. Peut-être une colonie dans l'Ohio ou une déformation du nom Hollywood qu'on pourrait traduire par transporter du bois. Et comme toutes les femmes, elle ne cherche pas à en savoir plus. Simplement parce qu'elle trouve ça joli et donc elle décide de donner ce nom à leur ferme. Résultat, un bled de verger devient par hasard le nom le plus mythique du cinéma. Et non, le terme Holy ne veut pas dire ici saint, car il a deux L comme Zola. Il faut deux L à Zola. Or, orthographié de la sorte, le terme Holy correspond à du hou. Mais si, le hou, vous savez, cette plante dont les feuilles épineuses servent de décoration à Noël pour les 2-3 derniers catholiques qui restent en France. Bon, en l'occurrence, il n'y avait pas de hou sur les collines d'Hollywood. C'est comme dire que Chirac était un homme de droite, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais ça sonnait bien, donc c'est resté. Saviez-vous qu'Hollywood est né grâce à un giga raciste? Un réalisateur de la côte Est, D.W. Griffith, et auteur du très problématique Naissance d'une nation dans lequel il faisait l'apologie du Ku Klux Klan, est arrivé en Californie par hasard en 1910 pour tourner son film In All California. Yeehee! Il a adoré les conditions et comprend très tôt le potentiel du lieu. Il y tournera des dizaines de films, ce qui va inévitablement finir par attirer d'autres productions. L'une des raisons de l'engouement pour cet emplacement est due à la météo. Le soleil était en effet un facteur clé, car avant l'éclairage moderne, les films dépendaient totalement de la lumière naturelle. La Californie offrant 300 jours de soleil par an, pas de pluie qui ruine les tournages extérieurs et des paysages variés. Désert, mer, montagne, à deux pas. Les pionniers, comme dit W. Griffith, y posent en premier leur caméra et se disent immédiatement pourquoi payer des studios fermés à New York alors qu'on peut filmer dehors gratuitement. Hollywood devient alors l'endroit idéal pour produire en masse car on pouvait y tourner toute l'année. Les premiers plateaux étaient en plein air, parfois littéralement dans des champs avec des animaux autour. On se serait cru dans ces pays du tiers-monde comme l'Espagne, le dialecte ignoble en moins. Thomas Edison, ce méchant qui a involontairement créé Hollywood. Oui, parce que la météo n'était pas le seul argument qui a poussé les sociétés de production à s'installer en Californie. En 1908, le très célèbre inventeur et homme d'affaires monopolise les brevets du cinéma via son trust, Motion Picture Patents Company. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent tourner, ils doivent passer un billet à tonton Eddie. Ça s'organise un petit peu comme une vraie mafia. D'autant que le bougre ne se laisse pas faire et poursuit tout le monde en justice. Le moindre étudiant en fac de ciné se prend une amende à ruiner ses parents, déjà bien agacés que leur progéniture ait décidé d'emprunter la voie du chômage. Mais Edison ne s'arrête pas là et envoie des détectives privés et même des gros bras pour aller détruire les caméras des indépendants. On peut d'ailleurs voir la pression qu'il mettait à ses éventuels concurrents dans le très sous-coté film de Nolan. Bref, Eddie sonne la fin de la récré. Les producteurs de l'époque décident de fuir ce monopole et l'état de New York pour la Californie, où les juges sont moins compréhensifs et où la distance complique les poursuites. Sans compter que la proximité avec le Mexique permet de fuir encore plus rapidement la justice. Donc sans Edison le tyran, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et vu sous cet angle, la naissance d'Hollywood ressemble plus à une évasion de gangsters plutôt qu'à une aventure artistique. Et c'est d'ailleurs pour éviter ces problèmes judiciaires que certains tournages étaient organisés très près de la frontière et que certains réalisateurs comme Griffith ou Mack Sennett gardaient, paraît-il, les horaires de train vers le Mexique affichés directement dans leur bureau. Car dans le cas où les agents d'Edison débarquaient, ils pouvaient choper les bobines de leur film et filer directement vers Tijuana en seulement quelques heures. Et oui, curieusement, pas d'agents de ICE de ce côté de la frontière, sans doute parce que certaines populations sont plus enrichissantes que d'autres.
les acteurs n'étaient pas crédités. Au début, les patrons des studios, toujours dans une bienveillance très protestante, refusaient de donner les noms des acteurs pour éviter qu'ils deviennent célèbres et demandent plus d'argent. Le concept de star, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait alors pas encore. D'ailleurs, on peut dire que la première star est un mystère. En effet, la première grande star, Florence Lawrence, était connue sous le pseudonyme de The Biograph Girl, un personnage qu'on retrouvait dans les années 10 à travers une série de multiples courts-métrages extrêmement populaires sans que le public sache pour autant son nom. C'est quelques années plus tard, lorsque certains studios ont compris que ça pouvait leur servir, qu'ils ont commencé à communiquer sur les noms des interprètes. En effet, ils ont réalisé que vendre des visages, c'était vendre des films. Et c'est ainsi qu'ils ont littéralement inventé ce qu'on appelle le Star System. D'ailleurs, saviez-vous que la vingtaine d'étoiles que vous retrouvez sur le logo de la Paramount représentait les 24 stars sous contrat avec le studio à l'époque? Des stars monumentales à l'époque, parmi lesquelles Mary Pickford ou Douglas Fairbanks. Aujourd'hui, franchement, je sais pas qui il pourrait foutre. Richard Gere? Noah Schnapp? Boudère? Putain, quel déclin. Bon, c'est un secret pour personne. Énormément d'immigrants juifs d'Europe se sont retrouvés à Hollywood. En effet, la plupart des nababs comme Louis Burt Meyer, les Warner, Zukor, Laemmle, les Goldwyn, etc. étaient initialement des immigrants pauvres venus d'Europe qui fuyaient l'antisémitisme. Ils commencent souvent avec ce qu'on appelait des Nickelodeons. Oui, car avant d'être le nom d'une chaîne télévisée proposant des dessins animés pour promouvoir l'ablation du pénis aux enfants, ce terme définissait initialement des petites salles. Le nom provient de l'américain nickel et du grec odeon, qui désignait respectivement la pièce de 5 cents que les spectateurs devaient glisser dans un tourniquet pour accéder à la fameuse salle. Ces immigrants seront plus tard à l'origine des plus grands studios dont certains existent encore aujourd'hui. Hollywood, c'est leur rêve américain version grand écran. Dans les années 30, d'autres immigrants juifs viennent immigrer là-bas, sentant le vent tourner en Europe. C'est d'ailleurs ce que l'immense Billy Wilder, lui-même juif d'origine autrichienne, a résumé cruellement en disant à propos de certains profils qu'il côtoyait jadis: les optimistes ont fini à Auschwitz, les pessimistes à Hollywood. Certains, on le rappelle, n'avaient pas un sou en poche et ont fini par bâtir un empire. Une belle revanche qui est incapable de concevoir le lecteur LFI moyen tiraillé entre sa propre médiocrité et sa haine des juifs. On a tous en tête le côté frénétique des débuts d'Hollywood, avec ses tournages produits en quantité industrielle le jour et ses fêtes complètement déjantées la nuit, où en plein cœur des années folles régnait l'excès, le stupre et la démesure, comme on peut le voir notamment dans l'excellent Babylone de Damien Chazelle. Pourtant au départ, Hollywood a failli être une ville sans cinéma. Les habitants voulaient garder un cadre calme et certains étaient même opposés au tournage. Le cinéma s'est donc imposé presque contre la volonté locale. En effet, à l'origine, Hollywood était bien ce qu'on appelait une ville sèche. Harvey et Daida Wilcox, les fondateurs en 1887, étaient des prohibitionnistes convaincus. Ils imaginaient Hollywood comme une utopie chrétienne tempérée, un havre moral loin des vices de Los Angeles. Dans les actes de propriété, ils ont explicitement interdit la vente et la consommation d'alcool, les salles de jeu, la prostitution, les bowling, etc. Ah, le bowling, ce lieu de débauche extrême où on tripote des boules et on fourre des doigts dans des trous. Je te préviens, Jordan, si tu vas au bowling, c'est plus la peine de remettre les pieds ici. L'idée était de créer une communauté pieuse, sobre et familiale, avec des églises pour les différentes confessions chrétiennes. En 1903, quand Hollywood se détermine comme ville indépendante, les habitants votent même l'année suivante à 113 voix contre 96 pour confirmer l'interdiction de la vente d'alcool, sauf à des fins médicinales. Les hôtels et restaurants n'avaient pas le droit de servir du vin ou des spiritueux avec les repas. C'était donc une règle locale dès le début, mais ça n'a pas tenu longtemps face à l'arrivée du cinéma. Daida Wilcox est morte en 1914, dès les années 1910, avec l'arrivée massive des studios et des gens du cinéma, qui venaient souvent de New York ou d'ailleurs, la ville change radicalement. En 1910, Hollywood fusionne finalement avec Los Angeles, principalement pour avoir de l'eau et un système d'égout, ce qui affaiblit un peu plus le contrôle local sur ces règles. Les premiers bars, arcades et lieux de divertissement commencent déjà à apparaître avant 1920, brisant petit à petit ce rêve de havre de pureté. Puis certains professionnels du monde du spectacle commencent à organiser des orgies, des montagnes de drogue et des fêtes avec des éléphants. Le réalisateur Damien Chazelle précisera d'ailleurs que, d'après ses recherches, c'était encore plus fou que ce qu'on imagine. Et il a dû s'auto-censurer dans son film au risque que ça paraisse trop excessif. C'est dire. Dans les années 1970, à cause d'un cruel manque d'entretien, les autorités ont failli retirer le célèbre panneau. Et comme la France de 2026, il était rouillé, pourri, vandalisé et au bord de l'effondrement. En 1978, il a été entièrement démantelé et reconstruit grâce à une campagne de financement où des célébrités comme Hugh Hefner ou Alice Cooper ont adopté des lettres. Mais plus récemment, en 2010, une autre affaire a failli y mettre un terme. Elle concernait la protection du terrain adjacent qui appartenait à des promoteurs privés. Ces derniers, flairant l'opportunité, voulaient y construire 4 immenses maisons de luxe. Sans rachat, ces constructions
construction aurait obstrué la vue sur le panneau et risqué de l'étouffer visuellement. Et c'est alors que des propositions folles ont émergé, notamment celle d'un architecte nommé Christian By Jorgensen, qui avait proposé un projet farfelu nommé Hollywood Sign Hotel. L'idée était simple et consistait à transformer le panneau en un hôtel géant en 3 dimensions, avec des chambres à l'intérieur de chaque lettre agrandie. Environ 308 chambres sur 10 étages avec fenêtres d'observation évidemment. L'architecte a proposé son idée conceptuelle et provocatrice, précisément pendant cette période de débat public sur l'avenir du site. Selon lui, transformer le panneau en hôtel de luxe permettrait de générer des revenus pour la ville, préserver l'image iconique tout en exploitant l'emplacement unique et résoudre les problèmes financiers et de propriété du terrain. Mais en parallèle, une campagne de collecte de fonds visait à tout simplement racheter ce terrain pour l'intégrer à Griffith Park et le protéger définitivement. Il manquait environ 1,5 million de dollars à quelques jours de la date butoir, et c'est alors que Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, a finalement donné 900 000 dollars et d'autres dons ont complété, ce qui a permis de sauver le terrain et le panneau juste à temps. On peut donc dire que c'est grâce au porno que ce monument du patrimoine californien a été sauvé. Les branleurs financent la culture et les drogués, eux, c'est l'État islamique. Pour terminer, on vous propose de démonter 5 idées reçues sur Hollywood. Les films sont tournés dans Hollywood. C'est faux, la majorité des tournages se font soit dans la ville de Burbank où la majorité des studios se sont installés, comme ceux de Warner Bros ou Walt Disney Studios. En vérité, il y a encore que Paramount Pictures qui a encore des studios là-bas. Soit carrément dans d'autres états comme Atlanta en Géorgie qu'on appelle l'Hollywood du Sud. Ou encore même le Texas où viennent de plus en plus de gauchistes de Californie qui, après avoir pourri leur magnifique état, comptent pourrir ceux qui ont eu le bon sens de toujours voter à droite. Hollywood est à l'heure actuelle plus un symbole qu'un véritable plateau de tournage. Les stars vivent à Hollywood. Faux! Les célébrités préfèrent vivre à Beverly Hills, Malibu ou dans le quartier de Bel Air, cette fameuse enclave résidentielle popularisée par Will Smith, alors que l'acteur habitait en vérité dans le quartier de Brentwood, où il vécut ses plus belles années de mari cocu avec son odieuse bonne femme. Très peu de stars vivent donc à Hollywood, qui est jugé trop exposé et touristique pour une vie privée tranquille. Surtout pour quelqu'un qui a du mal à digérer que sa meuf est infidèle en plus d'être chauve. Le panneau d'Hollywood a été créé pour promouvoir le cinéma. Non, tu te trompes, Jean-Marc. Tu te trompes et tu t'obstines. Installé en 1923, sur le panneau d'origine était inscrit Hollywoodland et servait simplement de gigantesque publicité immobilière pour un lotissement de luxe sur les collines. Mais tout comme ce fabuleux symbole maçonnique qu'est la Tour Eiffel, la construction était censée être temporaire et démontée après une certaine période. 18 mois pour être exact, mais elle devient vite iconique et finit par rester. Et en 1949, pour qu'on comprenne qu'on parle bien de la ville, le suffixe land est enlevé. Drop the just Facebook. C'est sûrement le signe promotionnel le plus réussi de l'histoire, souvent imité, jamais égalé. 4. Le Walk of Fame est prestigieux. C'est en partie faux, désolé de te décevoir José, mais le Hollywood Walk of Fame est très fréquenté, au moins autant que la femme de Will Smith. D'ailleurs, une étoile peut être achetée sous condition. Ce n'est pas une récompense purement artistique, et cela explique pourquoi certains des plus grands acteurs mondiaux n'ont toujours pas d'étoile, alors qu'ils brillent dans le cœur de chacun, notamment Benoît Poelvoorde. Quelle injustice quand même. Hollywood est une ville. Et non, c'est faux, mais c'est un quartier de Los Angeles sans autonomie municipale propre à elle-même. Mais beaucoup de gens pensent que c'est une ville à part entière. Sont cons les gens quand même, hein. Pas étonnant que... voilà, je me comprends. Oui, toi aussi t'as très bien compris, hein. Fais pas l'innocente. Voilà, c'est tout pour nous. Merci encore à la Redneckerie pour son aimable passage plein de charisme et d'intérêt. Je vous mets en description tous ces liens sur lesquels je vous encourage à vous ruer. Vous verrez que non content d'être un excellent vulgarisateur, il propose également de vous accompagner dans votre expatriation vers les États-Unis afin de vous libérer de vos chaînes et de laisser pourrir ce système où il ne restera bientôt plus que 3 catégories d'individus qui s'entre-déchireront dans la fange, les islamistes, les sodomites et les communistes. Alors si vous voulez quitter cet enfer avant qu'il ne soit trop tard ou retrouver de l'espoir en vous disant qu'une autre voie est possible, faites un tour sur son Patreon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur le cinéma afin de défoncer tout ce qui va pas. Vive la France, mais pas forcément les Français. En attendant, écrase les crabes, deviens un nabab. Si tu t'abonnes pas, c'est que t'es une lopsa. Et emmerde les collabos en partageant cette vidéo. C'était le prod. Ciao, ciao. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax.